Bien le bonjour. Si vous êtes ménopausé ou si vous êtes en phase de préménopause, il est possible que vous connaissiez certains désordres digestifs, de la constipation, des douleurs, des ballonnements ou encore des brûlures d'estomac. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour retrouver un ventre léger. Dans un premier temps, on va parler de la constipation, ensuite des ballonnements, ensuite du ventre gonflé et des douleurs abdominales, et puis on terminera par les remontées acides et les brûlures d'estomac. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tout au long de cette vidéo, je vais composer un menu parfait pour limiter ce genre de désordre à la ménopause, et à la toute fin de la vidéo, je vous révélerai le menu complet. Mais avant de commencer, je prends 5 secondes pour me présenter à celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste depuis plus de 10 ans et titulaire d'un master en recherche en nutrition santé. Je suis aussi le créateur de la méthode Nutriscope qui comprend un parcours spécial pour les femmes ménopausées où en 4 étapes, on va relancer votre métabolisme, on va mettre fin aux pulsions sucrées, on va limiter l'inflammation. Tout ça pour vous aider à perdre du poids sans avoir à vous priver de chocolat ou de fromage par exemple. Bien, commençons par parler du ralentissement du transit, ce qu'on appelle tout simplement une constipation. Et essayons de comprendre pourquoi cela se passe dès l'apparition des premiers signes de la ménopause. Cette constipation qui apparaît dès le début de la ménopause, elle a 3 explications. Et ces 3 explications sont liées au même phénomène. Ce phénomène, c'est tout simplement ce qui caractérise la ménopause, une révolution hormonale. C'est-à-dire qu'à partir du début de la ménopause, vos ovaires vont drastiquement diminuer la quantité d'hormones qu'ils fabriquent, et on appelle ça les œstrogènes. Premièrement, la baisse d'œstrogènes rend un petit peu vos intestins feignants. Ils sont moins efficaces à se contracter et le bol alimentaire avance moins efficacement vers la sortie. Deuxièmement, cette baisse des œstrogènes, elle augmente la quantité d'eau qui est récupérée dans la dernière partie de vos intestins qu'on appelle le côlon. Plus d'eau récupérée, ce sont des selles qui sont moins liquides, plus sèches et qui avancent plus difficilement vers la sortie, encore une fois. Et enfin, troisièmement, moins d'œstrogènes, c'est aussi moins de mucus. Le mucus, c'est une sorte de gel fabriqué un petit peu partout dans notre corps par les muqueuses. Mucus, c'est plutôt bien fait. Et en fait, on le voit, par exemple, c'est ce qui coule dans notre nez quand on est enrhumé ou c'est ce qu'il y a dans les crachats. Et bien, il y a aussi du mucus dans nos intestins et ce gel va lubrifier un petit peu les selles pour qu'elles avancent vers la sortie. Moins d'œstrogènes, moins de mucus, moins de lubrification, plus de constipation. En parallèle de ça, surtout si votre médecin traitant fait quelques petits raccourcis en vous accompagnant, il est possible que vous ayez un mauvais réflexe. Ce mauvais réflexe, c'est de prendre des laxatifs. Le problème des laxatifs, c'est que premièrement, vous allez faire de l'accoutumance. Donc ça marche très bien la première fois, un peu moins bien la deuxième, encore moins bien la troisième fois, et au bout d'un moment, ça fait plus rien du tout. En parallèle de ça, ça va aussi choquer un petit peu votre système digestif, ça va perturber le fonctionnement de vos intestins de façon artificielle, et ça, sur du moyen ou du long terme, c'est une mauvaise idée. Et puis les laxatifs, c'est un médicament. Et quand on prend des médicaments, il y a un organe qui a tendance à surchauffer un tout petit peu, parce qu'il doit les éliminer, c'est le foie. Et le problème, c'est que le foie, il participe aussi à l'évacuation des selles par votre système digestif. Donc en fait, ces 3 phénomènes associés font que je vous déconseille de prendre des laxatifs trop souvent. Une cure, une fois de temps en temps, encadrée par un spécialiste de la santé, pourquoi pas, mais au quotidien, mauvaise idée. Mais la solution se trouve peut-être dans votre assiette. On va retrouver dans votre assiette, dans votre alimentation, certaines petites briques, certains petits éléments qui peuvent grandement vous aider. Premièrement, les fibres. Les fibres, on va les retrouver surtout dans les fruits et dans les légumes, en tout cas dans les aliments d'origine végétale. Et ce sont des choses qui sont très utiles parce qu'elles peuvent à nouveau former une sorte de gel qui aide les aliments à avancer vers la sortie. Deuxièmement, on va chercher à consommer des aliments qui sont riches en eau. Et là, je ne vais pas vous prendre trop de temps pour vous expliquer la logique. Vous avez bien compris que votre côlon absorbe trop d'eau. Donc si vous êtes déshydraté, c'est encore pire. Donc on va chercher à faire en sorte que vous buviez suffisamment, mais aussi que vous consommiez des aliments qui naturellement sont riches en eau. Et puis troisièmement, on va aussi essayer de consommer des bonnes graisses, notamment des oméga 3 par exemple, pour encore une fois avoir des selles qui sont bien fluides, bien lubrifiées et qui glissent plus facilement vers la sortie. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai pris ça en considération. J'ai mis des noisettes au petit déjeuner et des noix à la collation pour le bon gras. J'ai mis une pomme au petit déjeuner, de l'aubergine, de la grenade le midi et du raisin en collation ainsi que des prunes au dîner. Là, il y a de l'eau, il y a des fibres, il y a du bon gras. Croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas tout. Quelque chose qui va vous aider aussi à lutter contre la constipation, c'est le mouvement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les organes sont un peu interconnectés, d'une certaine façon. Il y a des espèces de sacs faits en protéines qui entourent nos muscles, qui entourent nos organes. On appelle ça les fascias. Il faut se dire que tous ces sacs sont un peu interconnectés les uns avec les autres. Donc en fait, quand vous bougez un muscle quelque part dans votre corps, il y a de grandes chances qu'il y ait un muscle qui bouge assez loin dans votre corps aussi. C'est un peu spécial, mais c'est notamment là-dessus que repose l'ostéopathie par exemple. En tout cas, l'ostéopathie qui ne fait pas craquer. Bisous à Madame Menet.
J'arrête de parler de ma femme tout le temps, on dirait Colombo. Mais dans cette logique, si vous faites de l'activité physique, particulièrement de l'activité physique polyarticulaire, c'est-à-dire qui fait bouger plusieurs parties de votre corps en même temps, ça va grandement aider à limiter la constipation. Alors ici, par exemple, je peux penser à la danse, au jardinage ou encore à la natation, par exemple. L'important, c'est de bouger en vous faisant plaisir quand même. Bon, alors la constipation, c'est bien beau, mais souvent, elle s'accompagne de gaz. Passons donc à la deuxième partie, comment est-ce qu'on s'occupe des ballonnements et des flatulences. Commençons par expliquer le phénomène. Je viens de vous expliquer que vous faisiez de la constipation. La constipation, c'est un temps trop long pendant lequel vos selles restent dans vos intestins. Et bien dans la première partie de vos intestins, qu'on appelle l'intestin grêle, vivent des bactéries. Et ces bactéries font ce qu'on appelle de la fermentation. Elles font fermenter vos selles et en échange, elles produisent du gaz. Ben, vous voyez peut-être bien là où je veux en venir. Si vos selles restent trop longtemps dans votre intestin grêle, ces bactéries produisent trop de gaz et ça fait donc des ballonnements et des flatulences. En plus de ça, je vous parlais du mucus juste avant. Ben, sachez que le mucus, il a plusieurs intérêts, dans notre nez aussi, par exemple, c'est de stabiliser un petit peu le pH, faire en sorte que les choses ne soient pas trop acides, par exemple. Ben, quand vous avez moins de mucus dans vos intestins, dû à la baisse d'œstrogène, certaines bactéries ne vont pas aimer ce qui se passe, et elles vont partir, elles vont mourir d'une certaine façon, et ça va déséquilibrer un petit peu votre flore intestinale. Ça va la déséquilibrer de telle sorte que les bactéries qui font beaucoup de fermentation sont omniprésentes et font encore plus de fermentation. On est donc dans un cercle vicieux, vous avez de plus en plus de gaz et de flatulences. L'une des solutions, c'est de rééquilibrer la flore intestinale et ça nous amène au sponsor de cette vidéo, le FS3B de Cure. Le FS3B de Cure, c'est tout simplement une cure de probiotiques. Je suis presque sûr que vous avez déjà entendu parler des probiotiques. Ici, c'est un probiotique un peu spécial qu'on appelle un tribiotique parce qu'il est triplement encapsulé. Vous allez avoir les probiotiques, les prébiotiques et les postbiotiques dans la même formule, ce qui fait que vous êtes sûr que les petites bactéries qui se trouvent dans les gélules vont au bon endroit et font leur travail. Et ça, en fait, ça permet à la formule d'être vraiment très efficace et ça donne un réel coup de boost à votre microbiote, aux fameuses bactéries qu'on appelle aussi probiotiques ou flore intestinale. Niveau chiffres, ça donne quoi? Premièrement, il y a 25 souches de bactéries choisies avec soin. Deuxièmement, dans chaque gélule, il y a plus de 50 milliards de bactéries, une véritable armée au service de votre ventre. Et puis troisièmement, il y a plus de 300 études scientifiques qui valident l'effet de ce composé. Et vous commencez à me connaître sur cette chaîne, moi la validité scientifique, j'aime bien ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette formule, là, cette triple encapsulation, c'est que les bactéries ne font pas effet que à l'instant T. Elles ont le temps aussi de faire leur travail sur du long terme, d'où ce terme de postbiotique. Et si tu te demandes comment l'utiliser, c'est super simple. Une gélule tous les matins avec un verre d'eau en même temps que ton petit déjeuner. Et puis si vous êtes sceptique, Cure propose aussi une offre d'essai de 1 mois. En ce moment, vous avez moins 20% sur ce produit avec le code Nutriscope, donc n'hésitez pas, toutes les informations se trouvent dans la description. Donc profitez-en pour tester FS3B, vous verrez que vos intestins vous diront merci, ça fait un bien fou. Mais attention, faire une cure de probiotiques seulement, c'est pas la solution. C'est bien beau d'amener toutes ces bonnes bactéries au bon endroit, mais ce sont des êtres vivants, et il faut en prendre soin de ces êtres vivants. Et pour ça, on va retrouver deux choses assez intéressantes. Premièrement, on y revient, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il faut que vous consommiez des fibres. Les fibres, d'ailleurs on me le reproche souvent dans les commentaires sous mes vidéos quand je dis qu'il faut manger des fibres. Il y a des spécialistes de la nutrition, bien assis dans leur canapé avec leur paquet de chips, qui me disent « Ouais, tu comprends rien à la diététique, les fibres, on peut pas les digérer. » Oui, c'est justement pour ça que je vous demande de consommer des fibres. Parce qu'en fait, comme on ne peut pas les digérer, elles vont arriver intactes ou presque dans notre intestin, et c'est là qu'elles vont fermenter. Et en fait, ce sont ces fameuses bactéries qui vont digérer ces fibres. C'est ce qu'on appelle une action prébiotique pour nourrir les probiotiques. Et puis deuxièmement, quelque chose d'assez intéressant aussi dans votre assiette par rapport à ça, ce sont les aliments fermentés. La choucroute, le vinaigre ou encore le fromage par exemple. Ici c'est très intéressant parce que comment sont fabriqués ces aliments? En ajoutant des bactéries à l'intérieur. Donc en fait, en consommant ce type d'aliments fermentés, vous allez naturellement manger des bactéries. Et ça, vous aurez bien compris que c'est excellent pour votre ventre. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai pris ça en compte en mettant un skyr sur le petit déjeuner, de la burrata sur le repas du midi, et pas mal de fibres à droite à gauche, mais ça, on en a déjà parlé juste avant. Mais en plus des flatulences, il peut y avoir d'autres soucis à la ménopause avec ce transit qui est perturbé. Particulièrement un ventre gonflé, voire même un ventre douloureux. Regardons maintenant comment on peut remédier à ça, notamment en luttant contre l'inflammation. Ok, comme pour les autres parties de cette vidéo, commençons par essayer de comprendre ce qui se passe dans votre ventre. Premièrement, la première explication, elle est encore une fois liée aux bactéries. Les bonnes bactéries dans votre ventre vont jouer un rôle anti-inflammatoire. Et vous aurez bien compris que si ce microbiote est déséquilibré, cette action anti-inflammatoire est diminuée et vous faites donc plus d'inflammation.
La deuxième raison, elle est expliquée dans l'étude scientifique que je vous remets juste ici. Que nous dit cette étude? Elle nous dit quelque chose de très simple. Avec la diminution de la fabrication des œstrogènes due à la ménopause, on a aussi une diminution de l'efficacité du bouclier anti-inflammatoire que possède naturellement notre corps. Et le bilan de ces deux constats, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'inflammation, elle a plusieurs façons de s'exprimer dans notre corps, dont le gonflement. Vous avez donc des intestins plus gonflés, donc un ventre plus gonflé, et la douleur. Vous avez donc des intestins douloureux, donc vous avez mal au ventre. Pour réduire l'inflammation avec le contenu de votre assiette, on va avoir deux axes de travail. Premièrement, on va consommer des aliments qui sont riches en antioxydants. Ici, je pense aux fruits et aux légumes principalement, à consommer cru s'il vous plaît, parce que les molécules antioxydantes sont très sensibles à la chaleur. On va aussi retrouver des antioxydants dans les épices, dans les aromates et dans certains aliments tels que le chocolat noir ou le thé vert par exemple. Le deuxième axe de travail, c'est de consommer des molécules anti-inflammatoires, et particulièrement ce qu'on appelle des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des graisses qu'on va retrouver dans les poissons gras, les coquillages, les crustacés, dans les fruits à coque, tels que la noix, la noisette ou les amandes, mais aussi dans certaines huiles, les huiles de noix, de colza et de lin, à consommer cru s'il vous plaît. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai pris ça en compte en vous mettant du chocolat noir en dessert sur le déjeuner, des fruits et légumes à chaque repas et du persil au dîner. Le persil, au passage, c'est le roi des antioxydants parce que c'est l'aliment le plus riche en vitamine C. Quatrième et dernière partie de cette vidéo, les brûlures d'estomac et les reflux gastriques. Pourquoi est-ce que vous avez des brûlures d'estomac dès le début de la ménopause? Eh bien parce que les œstrogènes, que votre corps ne fabrique plus assez si vous avez bien compris, sont aussi responsables de quelque chose qu'on appelle le tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est l'intensité, la facilité, l'efficacité avec laquelle les muscles de votre corps vont se contracter. Et tout au-dessus de votre estomac, à l'entrée de l'estomac, se trouve un muscle, une porte circulaire qui est un sphincter et qui s'appelle le cardia. Ce cardia, il est fermé pendant la digestion et il est ouvert quand vous mangez. C'est normal, ça permet de laisser les aliments tomber dans l'estomac. Et le problème, c'est que comme il perd en tonus musculaire, il n'est plus complètement hermétique. Et comme votre estomac est un bain d'acide, eh bien pendant la digestion, il y a un petit peu de cette acidité qui va remonter dans votre œsophage, le tube qui va de la gorge à l'estomac. Et c'est ça qui crée cette sensation de brûlure. Pour régler ce problème de brûlure d'estomac, on a plusieurs solutions. Premièrement, mettez de côté tous les aliments qui sont très acides. Je pense à la tomate, je pense au poivron avec sa peau, je pense aussi à certains agrumes tels que l'orange par exemple. Attention, le citron a un goût acide en bouche mais ne l'est plus du tout une fois dans l'estomac. Lui, vous n'avez pas à le craindre. Deuxièmement, on va essayer de consommer des aliments qui sont faciles à digérer, facilement digestes. Dans cette logique, on va mettre de côté certaines graisses très compliquées à digérer. Bien évidemment, vous pensez aux fritures et vous avez raison, mais pensez aussi à ce qu'on appelle les graisses trans, qui sont des graisses qu'on retrouve dans des aliments d'origine industrielle, la margarine, le poisson pané, les plats préparés ou encore les fast-foods. Pour limiter les brûlures d'estomac, pensez aussi à limiter les excitants, le café et le thé en excès, l'alcool, le tabac, bien évidemment les sodas et les boissons énergisantes. Et puis pour finir, mettez de côté tous les aliments que votre estomac ne tolère pas, tous les aliments que vous passez votre journée à rôter. Je pense à certaines épices particulièrement fortes, mais aussi peut-être à l'oignon, l'échalote ou l'ail. Écoutez les messages que votre corps vous envoie. Bien, on arrive maintenant au moment où je vous révèle le menu que j'ai composé tout au long de cette vidéo. Au petit déjeuner, j'ai mis un skyr, des flocons d'avoine, de la pomme, de la cannelle et des noisettes. Un petit déjeuner super équilibré et très complet. Sur le repas du midi, j'ai mis une salade d'aubergine avec de la grenade, qui est une des recettes Le Nutri-Scope, dans laquelle il y a du blanc de poulet, de la burrata, du quinoa et de la grenade. Et en dessert, j'ai mis du chocolat noir. À la collation, j'ai mis des noix, du jambon blanc et du raisin. Profitez-en, il est de saison en ce moment. Et puis sur le dîner, j'ai mis un poisson grillé aux attards, qui est aussi une recette Le Nutri-Scope, dans laquelle on va retrouver du boulgour, des carottes, des oignons, du cabillaud et du persil, le roi des antioxydants. Et en dessert, des prunes qui elles aussi sont de saison en ce moment. Bon, tout ça c'est bien, mais les troubles digestifs ne sont pas la seule perturbation que vous connaissez à la ménopause. Il y a un autre classique, bien évidemment, ce sont les bouffées de chaleur. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut!